J'ai le plaisir, du coup, de débuter, les festivités, du coup, ce matin. Moi, c'est Justine Bruyère, je suis, responsable de l'enseignement supérieur, de l'entrepreneuriat et de l'innovation au sein de la communauté d'agglomération, de Cergy, Pontoise. Donc on est réunis aujourd'hui pour, un sujet, passionnant, celui de la cosmétique et des enjeux de l'économie, circulaire et du développement, durable. Donc les Tech Days, du coup, c'est un événement, du coup, qui est, co-organisé. Aujourd'hui, on est à La Turbine, un haut lieu effectivement dans l'innovation et l'entrepreneuriat, que je remercie d'ailleurs, chaleureusement du coup de nous accueillir. Et l'événement est co-organisé par 3 partenaires. Du coup, l'agglomération, et puis on aura peut-être le plaisir, en clôture effectivement d'avoir une intervention de Gilles Lecane, notre vice-président. CY Transfer, du coup, un organe de CY, Paris Université, qui est représenté par Pierre List, du coup. Donc CY Transfer, effectivement, bah, qui est un organe effectivement qui valorise le transfert technologique, et Rodolphe Perron, donc, qui représente le 1695, qui est chargé de mission relations enseignement supérieur entreprise. Donc le 1695, effectivement, qui est une association du coup au service du monde académique et du monde économique pour le développement. Donc les Tech Days, c'est quoi? Pour ceux qui ont l'habitude, c'est un rendez-vous assez incontournable, du coup, avec une programmation annuelle. L'objectif des Tech Days, effectivement, c'est de renforcer les synergies entre le monde académique et le monde industriel. En fait, c'est tout simplement de valoriser finalement les ressources de notre territoire, aussi bien au niveau des universités, des établissements d'enseignement supérieur, et aussi de mettre en lumière finalement nos richesses économiques via effectivement des témoignages aussi d'entreprises. Voilà, c'est aussi l'occasion de construire un réseau d'entreprises et de développer des partenariats, que ce soit en présentiel, mais aussi d'avoir un contenu, en fait, de vous proposer un contenu, du coup, puisque on enregistre effectivement ces interventions. Quelques chiffres clés. Déjà, depuis 2019, 18 Tech Days du coup ont été organisés. Bon, je pense que les chiffres sont assez parlants, hein. Depuis le lancement de 120 entreprises, voilà, qui ont eu le plaisir, effectivement, on a eu le plaisir de les accueillir pour ces événements. En 2022, on est en moyenne à 50 personnes inscrites sur les Tech Days, et bien sûr 1400 vues cumulées effectivement sur les différentes plateformes. Donc aujourd'hui, du coup, un sujet filière, un sujet effectivement sur la cosmétique, et avec un angle particulier, puisque aujourd'hui, effectivement, nos intervenants vont parler d'économie circulaire, de développement durable. Donc on a le plaisir aujourd'hui d'avoir 3 intervenants. Cosmetic Valley, donc pour Cosmetic Valley, Julien Romestan, qui va intervenir à distance, qui doit d'ailleurs nous écouter en ce moment même. Et puis, Charlène Métura, effectivement, chargée de mission, qui est dans la salle et qui, derrière, du coup, propose une permanence pour recevoir les startups, effectivement, à la turbine. Pour l'EBI, du coup, on a Selkan Tokkoz, qui est responsable axe galénique et qui est enseignante-chercheuse galénique et éco-conception. Et enfin, pour un témoignage entreprise, pour l'entreprise Framatin, Laurent Castelin, qui est directeur général. Voilà, qui nous parlera effectivement d'exemples concrets finalement de mise en application de son entreprise. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne pense pas. Donc voilà, je vous disais effectivement qu'en clôture, on aurait probablement le plaisir d'avoir une intervention de notre élu Gilles Lecane, vice-président au développement économique. Et puis voilà, vous parlez aussi, évoquer, on va dire, les actions de l'agglomération de soutien à la filière cosmétique, parce que je suis sûre que les intervenants derrière me parleraient bien mieux que moi de la filière cosmétique. C'est vrai que l'agglomération a un fort passé effectivement de soutien à cette filière, alors, par différentes actions, différents moyens, par le soutien à nos entreprises, bien sûr, hein, sur place, sur le territoire, par le soutien à la filière via le pôle de compétitivité Cosmetic Valley, l'organisation du congrès Comet.
mais aussi, via l'organisation d'un challenge d'open innovation, du coup qui est en cours actuellement, et voilà, qui consiste effectivement à mettre en concurrence, une douzaine de startups, du coup pour, décerner des prix à 10 000 € de prix, à la clé. Donc c'est non négligeable. Effectivement, l'appel à candidature est en cours. Voilà, c'est un super, moment, du coup qu'on souhaite, valoriser aujourd'hui. Donc voilà, on n'hésitera pas à vous envoyer, à vous en parler peut-être un petit peu plus en clôture. Mmh. On est bon. Vos 2 prochains rendez-vous, mais on en parlera à la fin. Mmh. Et du coup, je vais laisser la parole à Julien Romestan qui est à distance. Bonjour, alors je ne sais pas s'il faut que j'active ma caméra ou si la présentation prend tout l'écran. Je vous laisse me faire un feedback parce que moi je vois pas ce qui se passe sur votre écran. Présentation prend, tout à fait. D'accord, donc ça sert à rien que j'active ma caméra. Donc bonjour à tous. Malheureusement je vous vois pas, mais je pense que vous êtes nombreux d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc moi je suis le directeur Marketing Intelligence chez Cosmetic Valley et aujourd'hui je vais vous parler de beauté et réchauffement climatique. Quels en sont les enjeux et les pistes d'action possibles? Donc une présentation en 3 parties. Une première partie plus sur, un petit focus sur les enjeux du réchauffement climatique pour, voilà, on connaît, mais c'est quelques rappels avec quelques chiffres. Une deuxième partie, on va s'intéresser plus à la mesure de l'impact de la filière cosmétique et une troisième partie, les pistes d'action. Donc sur le réchauffement climatique, au niveau de la beauté, une étude Mintel montre que la peur du réchauffement climatique est en hausse dans le monde en 2022. En 2021, on était à 39% de citations de peur du réchauffement climatique. C'est monté à 46% en 2022. En 2022, le changement climatique arrivait en première place, suivi de la qualité de l'air pour 36%, pollution des plastiques pour 33%. Également, 58% des consommateurs disent que les événements climatiques extrêmes dans leur pays les encouragent à faire plus pour protéger l'environnement. 38% sont prêts à partager des bonnes pratiques environnementales et 24% ont même calculé leur bilan carbone avec un calculateur en ligne ou une application. Donc on a vraiment des consommateurs qui sont de plus en plus avertis sur le sujet et qui s'y intéressent au fur et à mesure des sécheresses, des canicules et autres ouragans qui arrivent, qui sont de plus en plus fréquents. Autour des derniers événements internationaux, donc là à gauche, vous avez les graphiques donc, sur les émissions mondiales de CO2 selon le Global Carbon Project. Et en bas, vous avez les détails par pays. Donc en fait, on est toujours, malgré le Covid, voilà, les émissions mondiales de CO2 sont toujours en progression. Notamment, voilà, parce que la Chine, vous voyez la courbe de la Chine avec 11,4% actuellement, voilà, est plutôt en hausse. Et l'Inde arrive également, puisque là, on sait que sur les 10 prochaines années, l'Inde va énormément se développer. Donc, même si les États-Unis commencent à inverser leur croissance et l'Europe également, malheureusement, il y a d'autres pays dans le reste du monde qui font que la courbe continue d'augmenter. Donc, selon les experts de la COP 27, 93% des entreprises n'atteindront pas leur objectif carbone au rythme actuel. Et on est de plus en plus proche du point de basculement vers un chaos climatique irréversible. Donc, vraiment, les préconisations, c'est d'accélérer la transition dans cette décennie. Voilà. Et puis, en termes de biodiversité, la COP 15 biodiversité, donc c'est de protéger 30% de la planète d'ici à 2030 et restaurer 30% des terres dégradées, voilà, réduire les pesticides. Donc vraiment, il faut un peu agir tous azimuts si on veut arriver à éviter ce chaos climatique. Alors maintenant, je vais vous parler, je ne sais pas si vous connaissez des limites planétaires. Donc en fait, ce graphique-là à gauche montre les limites dans lesquelles il faut rester pour qu'on puisse vivre sur la planète de manière soutenable. Voilà, la planète est une bulle, un écosystème clos. On ne peut pas non plus relarguer enfin, tout ce qu'on veut dans cet écosystème clos, sinon on l'asphyxie. Là, ici, vous avez l'exemple de l'ozone, donc la couche d'ozone. On voit qu'aujourd'hui, on est revenu dans le vert avec, voilà, on est revenu dans les limites planétaires. Dans les années 80, 70-80, ce n'était pas le cas, puisque tout le monde a entendu parler de la couche d'ozone. Donc, ça prouve aussi qu'en analysant
le dépassement de ces limites, on peut aussi mettre en place des politiques internationales, comme on l'a fait avec le protocole de Montréal en 82, et de pouvoir revenir dans le scope des limites planétaires. Donc avec tout ce qui était interdiction des CFC pour les aérosols et autres, on est revenu dans les limites planétaires. Donc là, c'était pour vous dire que la dernière limite à être calculée, c'était en janvier 2022, c'était Novel Entities en anglais. Donc en fait, en français, c'est tout ce qui va être pollution chimique. C'était la cinquième limite planétaire à être franchie. Il y a d'autres limites qui n'ont pas encore été calculées, comme là, ici, le chargement en aérosol atmosphérique, et puis un des deux facteurs sur l'intégrité de la biosphère. Donc, sur la pollution chimique, 350 000 types différents de produits manufacturés sont présents sur le marché mondial. La production de produits chimiques a été multipliée par 50 depuis 1950 et devrait encore tripler d'ici à 2050. Donc, dans cette pollution chimique, on retrouve les plastiques, les produits chimiques industriels, les antibiotiques, produits pharmaceutiques et tout ce qui va être produit présent dans les produits de consommation. Donc, d'après les experts, pour revenir dans les limites, la solution, c'est de passer à une économie circulaire massive et de fixer un plafond de production de rejet des produits chimiques, un peu comme on avait fait pour l'accord de Montréal. On va rester sur le plastique avec ici plusieurs études. Une première de l'OCDE qui dit qu'au rythme actuel, les déchets plastiques mondiaux vont tripler d'ici 2060. 50% finiront en décharge et moins de 20% seront recyclés. Alors là, ici, vous avez le graphique qui est extrait de ce rapport. On voit encore une fois que c'est des pays comme l'Inde, l'Afrique, voilà, et en fait, tous les pays sont au minimum à x2. Et l'Asie du Sud-Est va énormément progresser également. Donc là, la courbe, on voit que c'est vraiment exponentiel. Alors, Greenpeace aux USA parle du mythe du recyclage. Pour eux, la quantité de déchets plastiques est telle qu'il est extrêmement difficile de tous les collecter. Il y a des milliards de produits avec des types de plastique très différents. Les processus de recyclage sont eux-mêmes nocifs pour l'environnement. Voilà, on génère des microplastiques. Et les plastiques recyclés ne peuvent pas être réutilisés pour contenir de la nourriture à cause des risques de toxicité, puisque si un plastique a été en contact avec des substances toxiques, type, je sais pas, du désherbant par exemple, on ne peut pas l'insérer dans un plastique qui va être utilisé pour de l'alimentaire, puisqu'on risque d'avoir des interactions contenu-contenant. Donc du coup, il faut avoir un peu des boucles en cercle fermé. Et puis, dernier argument, c'est que le recyclage coûte trop cher et qu'on a encore la matière première vierge qui est plus avantageuse par rapport au recyclé. Donc, vraiment beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Selon une étude qui a été faite au Royaume-Uni, le compostage à domicile, c'est pas une méthode efficace puisqu'on va continuer de capter des ressources dans l'environnement, produire, émettre du carbone pour produire et pour extraire ces ressources et à la fin jeter ces ressources et continuer et repartir dans un cycle de production. Donc on reste dans de l'économie linéaire et enfin, ces emballages biodégradables ne sont pas vertueux au final. Donc la conclusion, c'est de privilégier les contenants non plastiques ou pouvant être réutilisés. Donc de basculer plutôt sur du plastique réutilisable. Donc si vous êtes anxieux par rapport à tout ça, donc vous souffrez probablement d'éco-anxiété. De plus en plus de consommateurs voilà, font face à un burn-out écologique. C'est vraiment un sentiment d'impuissance et de tristesse. Ça peut aller même jusqu'à une difficulté de faire des choix, même les plus simples. Et voilà, donc on parle de plus en plus en cosmétique notamment, de regarder aussi tout ce qui est bien-être mental, puisqu'en fait, sur la cosmétique, on est sur un bien-être. Et donc, on ne peut pas non plus rester sur des produits qui vont être, voilà, qui vont être endommager l'environnement, puisque ça va ça va avoir un effet contre-productif sur cet effet de bien-être. Alors, mesurer, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est une chose indispensable pour pouvoir rester dans les limites planétaires. Alors, juste un petit rappel, peut-être certains d'entre vous connaissent, mais peut-être parmi les PME, c'est un peu moins connu. Pour l'impact carbone, on a trois scopes.
Le scope 1 qui correspond aux émissions directes, donc c'est les sources. Par exemple, si vous êtes une industrie qui produit des flacons de verre, vous allez avoir des hauts fourneaux, voilà, pour produire vos flacons. Et là, vous allez avoir des émissions directes. Le scope, par contre, si vous êtes producteur de shampoing, là, vous avez très peu d'émissions directes. Ça va être principalement les émissions des véhicules de l'entreprise. Le scope 2, c'est l'émission indirecte liée à l'énergie, donc tout ce qui va être consommation d'électricité, puisque ce n'est pas vous qui produisez votre électricité, elle est produite dans une centrale qui vous est apportée par un fournisseur. Donc ça, c'est les émissions de scope 2. Et le scope 3, c'est vraiment là où se situe le principale difficulté aujourd'hui quand on calcule son impact carbone. C'est tout ce qui est émissions indirectes dans la chaîne de valeur. Donc les émissions en amont de vos fournisseurs et les émissions en aval, c'est-à-dire tout ce qui va être acheminement vers votre client ou vers les points de distribution. Donc, une fois qu'on sait ça, on peut calculer l'impact de la filière. Et là, c'est une étude de Cantis Make-up de Future qui a été réalisée en 2020. La cosmétique représente entre 0,5 et 1%. Alors là, vous avez entre 0,5 et 5%, mais ça a été affiné depuis. Malheureusement, ils n'ont pas mis à jour leur graphique, mais on sait qu'aujourd'hui, c'est moins de 1% des émissions mondiales de CO2. Pour 80% de l'utilisation de cosmétiques, c'est ces quatre postes-là. Le premier poste, en fait, c'est l'utilisation avec 40%, puisqu'en fait, 80% de l'impact carbone d'un gel douche ou d'un shampoing correspond à l'énergie nécessaire pour chauffer l'eau. Donc en fait, c'est nous, sous notre douche, en utilisant de l'eau chaude, qui émettons le plus de CO2 pour l'utilisation des cosmétiques. Le deuxième poste, bon, c'est un peu, on s'en doutait un peu, c'est l'emballage avec 20%. Ensuite viennent les matières premières 10% et le transport 10%. Après, on a d'autres postes un peu plus anecdotiques, tout ce qui va être présentoir sur lieu de vente dans les magasins 5%. Les autres achats, notamment tout ce qui va être le digital, les serveurs et autres, 5%. La production en elle-même est inférieure à 5% et la fin de vie des produits est inférieure à 5%. Et enfin, on a tout le reste avec les, les trajets des entreprises, enfin des salariés, voilà, les investissements, les franchises, on est encore inférieur à 5%. Donc voilà pour le bilan carbone et au final, on se rend compte qu'il faut également changer ses usages puisque finalement, c'est aussi dans nos usages qu'on a parfois le plus fort impact carbone. Donc non seulement agir d'un point de vue industriel, mais agir également sur des nouveaux usages en cosmétique. Autre, quand on regarde l'environnement et qu'on s'intéresse au réchauffement climatique, on regarde également l'empreinte eau du produit. Alors souvent, dans un produit cosmétique, le premier ingrédient que vous voyez en regardant la liste des ingrédients, c'est aqua, donc l'eau. Là, c'est une étude de L'Oréal de toutes leurs catégories de produits combinés. Finalement, l'empreinte carbone du produit, c'est 14% de leur empreinte environnementale. Et l'empreinte eau du produit, c'est 52%. Donc, c'est vous dire aussi l'importance de l'empreinte eau dans la parfumerie cosmétique. Sachant que l'eau, finalement, quand on fait de l'économie, on parle du paradoxe de l'eau et du diamant. C'est-à-dire que le diamant est quelque chose de très cher parce qu'il est rare, alors que l'eau, finalement, est quelque chose d'indispensable, mais très abondant et finalement bon marché. Mais le jour où cette ressource va être mise en danger, les prix risquent de s'envoler et c'est vraiment une ressource qu'il est très important de préserver. Donc, quelle piste d'action? C'est de passer sur des nouveaux types de produits. On commence à voir arriver de plus en plus de produits solides. Alors, peut-être que pour vous, vous avez déjà basculé, ça vous paraît évident. Mais pour ceux qui connaissent pas, voilà pourquoi c'est ici, c'est L'Oréal, donc pour Garnier qui a fait le calcul. Alors là, vous voyez x2. Donc en fait, ce shampoing solide correspond à deux bouteilles liquides déjà. Donc en termes d'empreinte carbone, on est à 62 grammes par utilisation contre 95 grammes pour la bouteille liquide, remplie de liquide. Et pour l'empreinte eau, donc comme on a toujours l'eau de la douche qui correspond à la majeure partie de la chose, on voit qu'on économise seulement à peu près 2 litres par utilisation. Donc ce qui est quand même relativement peu, il reste 4 litres. Mais on a quand même une baisse de 30% en fait de l'utilisation. Alors là où ça commence à être intéressant sur
le passage au solide, c'est qu'une bouteille de shampoing solide, donc là on voit c'est deux, mais ça peut être jusqu'à trois bouteilles de shampoing liquide, donc 80 à 100 lavages. Et quand on passe au niveau des transports, une bouteille, enfin un camion rempli de shampoing solide transporte autant de lavage que 15 camions remplis de shampoing liquide. Donc on a 14 camions de moins sur les routes et autant de CO2 en moins qui est émis. Euh, pour une start-up qui s'appelle EC30 aux USA, c'est 3 millions de litres d'eau transportés inutilement chaque jour aux USA parce qu'en fait, pour eux, finalement, en transportant ce type de produit, on a, on transporte de l'eau alors qu'on l'a à notre robinet. Donc, on retire l'eau du produit et on va réhydrater le produit à domicile avec de l'eau du robinet. Voilà. Donc, une des pistes. D'autres modes d'action. Là, c'est un exemple, hein, il y en a plusieurs, mais je me suis arrêté sur celui-là parce que c'est un des plus récents et un des mieux documentés. C'est Stella McCartney, qui a travaillé avec le LVMH Beauty pour faire de l'airless rechargeable. Donc, ils ont vraiment eu une démarche d'aller à fond sur le côté recyclage et surtout emballage rechargeable, réutilisable. Donc, ce qui est assez nouveau dans le domaine du luxe. Donc, ils ont été éco-conçus pour réduire d'un tiers leur empreinte environnementale. Alors aujourd'hui, sur le verre, pour avoir un aspect transparent, on est obligé de limiter le taux de recyclé parce que sinon on finit avec des verres qui sont de la couleur des verres bouteilles. En fait, c'est pour ça qu'ils sont verres bouteilles qu'on a dans les bouteilles de vin, par exemple. C'est parce qu'il y a beaucoup de recyclé dedans. En fait, donc on perd la transparence. Donc pour le luxe, c'est un peu moins acceptable. Mais on va essayer de faire monter. Donc actuellement, c'est 15% de matériaux recyclés à 40%. Donc il y a des, des sauts technologiques qui sont en train d'être faits sur ces sujets-là. Et puis là, ici, on est sur une recharge en plastique, mais donc du coup qui réduit quand même l'impact environnemental puisqu'on a un allègement du poids de matière. Et puis on a également on va jusqu'au bout puisqu'on a une restauration des tourbières d'Écosse, puisque Stella McCartney, comme son nom l'indique, a des origines écossaises. Donc, les tourbières, c'est des zones humides qui séquestrent du carbone, puisqu'en fait, voilà, c'est des zones humides qui permettent de le faire. Et du coup, c'est des terres qui ont été largement dégradées ces dernières années. Donc, il y a un pourcentage des bénéfices des ventes qui sont reversés à des ONG pour la restauration de ces tourbières. Voilà. Autre exemple, alors là, on va encore plus loin. Alors, marketing ou réelle innovation. Donc là, on est sur un soin négatif en carbone. Avec, là, vous le voyez sur le packaging, on a une action positive pour le climat, zéro carbone. Donc, on est positif pour le climat quand on capture plus de carbone qu'on en émet. Donc là, ils ont fait un audit par Carbon Trust. Donc, qui séquestre 12,6 grammes de CO2 par flacon, en fait, ce qui équivaut à 11 chargements d'iPhone. Donc, on va économiser 11 chargements d'iPhone, en fait, quand on va acheter ce produit. Comment ils font? C'est à tous les niveaux, en fait. C'est des composants d'emballage comme le bouchon qui est en vivomère et des bulles dans un polymère qui utilise des bactéries, qui permet de créer un polymère à partir de leurs cellules. Donc ces microbes voient le polymère comme une source de nourriture. Et donc là, on est sur du biodégradable. C'est pas forcément le mieux, mais du coup, ce polymère se dégrade en 52 semaines sans émission de gaz à effet de serre ni de microplastiques résiduels. Donc ça peut être bien aussi parce que comme on l'a vu, voilà, c'est pas forcément facile de tout recycler. Donc il vaut mieux réutiliser, mais bon, là, eux, ils ont pris le parti du compostage, enfin du biodégradable. Le flacon et le carton sont faits à partir de sucre de canne. Alors le sucre de canne, c'est un matériau qui permet de séquestrer du carbone, puisque 1 kilo de sucre de canne stocke 3 kilos de carbone. Ils utilisent également le grass paper, donc c'est un papier qui est fait à partir d'herbes plutôt qu'à partir de bois, donc et
qu'1 litre d'eau par tonne contre 6000 litres d'eau pour la pulpe de bois. Les ingrédients sont issus de l'upcycling. Donc, au lieu d'utiliser des ressources qui vont utiliser des entrants, des pesticides dans les champs, on va utiliser des coproduits de l'agriculture, donc des résidus euh, de l'industrie agroalimentaire. Donc, on ne va pas utiliser de terre. Donc, tout ça, ça va être des émissions en moins. Voilà. Et donc, il compense également via le Trust Restore tout ce qui est utilisation d'énergie verte, véhicules électriques, voilà, un minimum de déchets. En fait, c'est une démarche continue et on voit que c'est vraiment à tous les niveaux que ça doit se faire. Dernier exemple, là, on est sur un savon qui va capturer du carbone. C'est Carbinix, donc qui va permettre de. En fait, ils ont une unité qui va se brancher sur les chaufferies des immeubles et avec un réactif donc qui va transformer en cendres perlées non toxiques donc en carbonate de potassium pour fabriquer des pains de savon. Et du coup, vous avez du savon fabriqué à partir de CO2 capturé. Voilà. Donc, on va capturer directement ces émissions avant qu'elles ne soient émises dans l'atmosphère. Et une seule machine recycle autant de CO2 que 300 arbres plantés. Donc, c'est 6 à 8 tonnes de CO2. Donc voilà, différents types d'actions, donc soit des actions de séquestration industrielle, mais ça peut aussi être sur des puits de carbone et la restauration environnementale. J'arrive au bout de cette présentation. Je ne sais pas s'il y a des... donc pour vous dire, sur ces technologies donc qu'on appelle globalement les clean tech, c'est un peu c'est le thème central de notre prochain salon qui aura lieu les 18 et 19 octobre prochains à Paris. Donc clean technology, donc c'est toute technologie qui favorise le développement durable et le respect de l'environnement, de réponse aux défis climatiques, de lutte contre le réchauffement climatique, voilà tout ce qui va être énergie renouvelable et pratiques éco-friendly. Et ça va être le cœur du programme de conférence et des zones d'animation qu'on aura sur le salon en octobre prochain. Donc, si vous avez des initiatives dans ce domaine, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. On a notamment un appel à communication qui est en cours pour le programme de conférence jusqu'à la fin du mois. Voilà, donc merci de votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup, Julien. Vous avez des questions dans le public? Pas de questions, a priori. Encore merci, Julien. Je pense qu'après cette intervention, vous avez tous l'ensemble des clés pour pouvoir agir au quotidien, notamment de par votre façon de consommer pour limiter votre impact carbone. En tout cas, voilà, c'était une présentation vraiment très intéressante. Et pour maintenant faire un focus sur les autres manières d'agir, mais plus focus filière cosmétique, je vais appeler Felkan Potgoz ainsi que Delphine Mermouet à prendre la parole. Toutes les deux parties de l'école de biologie industrielle qui ont été asservies. Merci. C'est le diapo. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'occupe des relations entreprises institutionnelles à l'EBI. Et donc, je vais juste vous parler en 1 minute de notre école qui se trouve à Cergy-Saint-Christophe. Nous venons fêter nos 30 ans. Nous formons des ingénieurs et des techniciens qui trouvent des débouchés dans les bio-industries. Donc, le premier secteur de débouchés, c'est l'industrie pharmaceutique, suivi de près par l'industrie cosmétique, puis l'environnement, l'agroalimentaire et toutes les sociétés de services dans ces domaines. Donc, nous délivrons 4 diplômes, donc un diplôme d'ingénieur, un bachelor, également 2 masters spécialisés, un en affaires internationales, enfin, affaires réglementaires des produits cosmétiques et un master spécialisé RSE QHSE. C'est environ 180 diplômés ingénieurs par an. Nous avons 7 magnifiques labos qui hébergent quelques entreprises du domaine cosmétique. Comme aujourd'hui, donc nous sommes au Tech Days.
Donc, l'idée, c'était de vous expliquer très brièvement nos deux axes de recherche. L'axe de recherche galénique, qui est animé par Seljan Topioz. On traite de formulation, d'analyse sensorielle. Et depuis l'arrivée de Seljan, nous intégrons les problématiques d'éco-conception. Et donc, le deuxième axe, l'axe biotechnologie, où on peut aussi travailler sur le sujet de la journée des Tech Days, puisqu'on y fabrique des bioplastiques par bioconversion. Donc, c'est une des activités. Mais sinon, donc l'axe biotech, on est sur tous les sujets. On cherche à tuer les microbes industriels ou à utiliser les microbes pour faire des actifs intéressants pour la cosmétique ou le secteur pharmaceutique. Voilà, je vais en terminer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Delphine. Merci beaucoup, Juliane, aussi. C'est mon premier. Je me présente aussi. Je suis Seljan Topioz. Je suis responsable d'axe recherche clinique et éco-conception. Je suis fraîchement enseignant-chercheuse parce que j'ai 30 ans d'industrie cosmétique derrière moi. Donc, j'ai travaillé à peu près dans tous les grands groupes cosmétiques, à la fois pour B2C et B2B. Donc, pendant toutes ces années-là, en fait, j'ai eu l'évolution de comment économie circulaire et éco-conception sont intégrées, en fait, dans notre quotidien. Donc, aujourd'hui, en fait, c'est Julien, il a fait une très, très bonne introduction, en fait, de montrer l'environnement de 360 degrés. Et spécifiquement, quand il nous a parlé de l'étude de l'OCDE et avec les autres exemples, c'était vraiment des exemples d'éco-conception. Avec l'étude de l'OCDE, vous avez vu qu'est-ce que c'est problématique, en fait, même si on a des bonnes volontés, comment on peut recycler et quel type de problématique on est en face. Donc, pendant ma présentation, donc c'est pour ça que j'ai mis cette slide-là. Donc, vous entendez dans votre quotidien économie circulaire, développement durable, cosmétique naturelle, éco-conception, tous les labels, parce qu'il y en a tellement maintenant. Donc, il y avait des labels pour les matières premières, il y avait des labels pour les produits finis. Ça peut être cosmétique ou tous les produits d'hygiène qu'on utilise dans notre quotidien. Ça peut être label pour les packaging, label pour l'environnement. Il y en a plein, en fait, et c'est en train d'exploser. Donc, vous avez dû entendre parler aussi d'analyse de cycle de vie aussi, et je ne sais pas, est-ce que vous avez des notions ou pas, et c'est une vraie science, et qu'il y avait des différentes universités et mondiaux, en fait, qui travaillent sur le sujet. Ce n'est pas nouveau, depuis pratiquement 40 ans. Donc, je vais essayer de vous expliquer un peu tout ça. Je vais commencer. Qu'est-ce que c'est économie linéaire, circulaire, analyse de cycle de vie et comment les institutions qui cadrent, en fait, de comment on fait l'éco-conception. Donc, on n'invente pas ça, c'est quelque chose cadré aussi. Et un petit peu de écolabel, c'est les seuls labels que je veux vous parler. Et je vais donner deux exemples de startups malheureusement américaines qui travaillent sur le sujet et que je trouve leurs travaux très intéressants. Je suis un peu bavarde. Donc, d'abord, économie linéaire, et qu'est-ce que c'est le cycle de vie d'un produit? Ce n'est pas une analyse de cycle de vie, c'est vraiment le cycle de vie d'un produit. Donc, très brièvement, dans l'économie linéaire, d'abord, on extrait des ressources, on fabrique le produit, et c'est quand on fabrique le produit, évidemment, on consomme, et qu'est-ce qu'on fait? On le jette. Donc, quand on fait ça, c'est en fait dans la partie de extraction, donc effectivement, on prend des ressources jusqu'à l'épuisement. Donc, Julien, il nous a parlé des limites de planète. Donc, effectivement, les ressources de la planète, c'est limité. Et jusqu'à ce moment-là, on a fait une vie un peu luxueuse, un peu au-dessus de notre moyen. Donc, on fabrique. Quand on fabrique, et donc c'est depuis après le premier crise de pétrole, en fait, dans les années 70, et après il y avait le boom après le boom de Deuxième Guerre mondiale, donc on était
on fabrique, on répare pas, on les jette. Donc, et du coup, les durées de vie de produits sont assez limitées. C'est le meilleur exemple, c'est les électroménagers. Maintenant, on ne fabrique plus les électroménagers, on ne répare plus les électroménagers, on ne répare plus les télés. Donc, et après, on le jette et il y avait une accumulation de déchets inimaginables, en fait. Ça peut être des textiles, ça peut être des électroménagers, ça peut être des téléphones, ça peut être des ordinateurs, il y en a partout. Donc, et on est arrivé les limites de planète et que il y avait des chercheurs qui ont commencé à réfléchir, en fait, c'est les impacts de toutes ces notions sur l'environnement. Donc, c'est ça, en fait, analyse de cycle de vie. Donc, et qu'il y a les chercheurs qui ont imaginé une méthodologie, en fait, comment on peut calculer, en fait, à partir de l'extraction de ressources, la fabrication, distribution, utilisation et fin de vie de produits, qu'est-ce que c'est l'impact environnemental. Donc, c'est maintenant, on peut calculer l'impact environnemental de toute cette partie. En fait, et après, on fait une analyse pour calculer. Donc, pendant ces calculs des impacts environnementaux, donc c'était, après on regarde, c'est la répercussion sur notre planète. Donc, il y a quel type de problème qui pose. Donc, et pour chaque impact, il y avait c'est très scientifique en fait. Donc, on calcule l'émission de carbone, émission de SO2, émission de métaux lourds, et les conséquences sur ça, qu'est-ce que ça va donner, changement climatique et une dommage sur santé humaine, qualité de l'écosystème et l'épuisement de ressources. Et c'est, comme je vous ai dit, plusieurs logiciels qui permettent de faire ça. Et donc ça, c'est brièvement, c'était la partie analyse de cycle de vie. Et qu'est-ce que c'est l'économie circulaire? Donc, comme je vous ai dit dans la partie, dans l'économie linéaire, donc c'est une modèle très traditionnelle que vous connaissez. C'est on produit, on consomme et à la fin de cycle de vie de produit, on les jette. Et par contre, dans l'économie circulaire, donc c'est circulaire, comme on dit, donc on produit, on consomme et on prend tout ce qu'on peut utiliser pour recycler et réintroduire en fait dans la fabrication de produits. Donc, si je continue, en fait, donc c'est comme je vous ai dit, à la fois dans l'économie linéaire et dans l'économie circulaire, il y a toujours une partie technique et une partie liée à l'environnement. Donc, toutes les ressources qu'on extrait. Donc, dans l'économie linéaire, c'est bien mélangé et qu'on utilise les ressources jusqu'à son épuisement. Mais dans l'économie circulaire, en fait, donc il y avait la partie de ressources, la partie biologique et la partie matériaux sont séparés et on utilise tous les ressources et l'énergie jusqu'à comment on peut recycler, comment on peut réutiliser. Donc, pour l'économie circulaire, pour l'éco-conception, en fait c'est une nombreuse déclinaison de l'économie circulaire et qu'il vise à réduire l'impact environnemental d'un produit ou d'un service dès la phase de fabrication. C'est par exemple, c'est démontage, recyclage, élimination. Donc, une fois que le produit qui est consommé, il faut donner un petit exemple, en fait, par exemple, c'est Julien qui a mentionné des problématiques de packaging. C'est au lieu de fabriquer en fait un packaging qui est en multimatériaux, on peut utiliser juste monomatériaux. Pourquoi on fait ça? Il vous a monté un exemple de flacon pompe airless. Donc, c'est un flacon pompe airless qui est constitué de plusieurs, ça peut aller jusqu'à 6 matériaux différents, en fait. Et du coup, c'est quand on veut recycler, en fait, déjà, il fallait démonter et de séparer chaque matériau pour commencer à recycler. C'est quelque chose de très, très compliqué. Donc, et comment les institutions, en fait, qui ont dit, mais comment on va cadrer ça?
Donc, le premier, en fait, donc l'ISO, effectivement, qui a une norme qui cadre comment on va faire l'éco-conception. C'est le ISO 14062. Donc, c'est la ligne c'est cette norme qui donne la ligne directrice pour l'intégration de l'environnement dans la conception de produits. Donc, et qu'est-ce qu'elle dit dans cette directrice? Donc, on va identifier les aspects environnementaux tout au long du cycle de vie de produit. On va évaluer les impacts environnementaux du produit, définir les objectifs environnementaux pour le produit, concevoir le produit en utilisant des méthodes et des outils d'éco-conception. Et ça, c'est très important, en fait, analyser la performance environnementale du produit et la comparer à ses objectifs environnementaux, améliorer la conception du produit en utilisant les résultats de l'évaluation de la performance environnementale. Donc, et que c'était un peu compliqué, un peu réglementaire, mais après, comment on peut intégrer ça? Donc, c'est effectivement, on peut utiliser des matériaux durables, donc on peut réduire la consommation de l'énergie, on peut minimiser les déchets et on peut utiliser des matériaux recyclés et renouvelables. Donc, finalement, l'objectif final de norme ISO 14062 est de minimiser les impacts environnementaux du produit tout en répondant aux besoins des utilisateurs et surtout assurant une viabilité économique du produit. Est-ce qu'on peut faire tout ça? C'est joli, c'est pas viable économiquement. Donc, elle encourage les entreprises à impliquer les parties prenantes tout au long du processus de conception pour que toutes les précautions environnementales soient prises en compte. Donc, c'est ISO, il a bien cadré les choses. Donc, après, qu'est-ce que c'est ISO? C'est une institution mondiale, mais qu'est-ce qu'ils font après toutes les autres organisations, je vais dire locales? Qu'est-ce qui se passe en France? C'est effectivement AFNOR, on est très fiers, c'est notre organisation qui met des normes. Et AFNOR de février 2013, en fait, qui met en place une norme volontaire. Ça veut dire que c'est lié à les lignes directrices de ISO, mais il a fait quelque chose de vraiment volontaire. Et cette norme volontaire, il est sur le management environnemental et surtout, donc si vous ne savez pas comment faire et que vous avez besoin un peu d'aide, donc vous pouvez toujours contacter AFNOR parce que il aide à la mise en place d'une démarche éco-conception. Donc, il fournit des lignes directrices de tout type d'entreprise, mais de toutes les tailles. Ça peut être les TPE, PME, donc qui souhaitent initier une démarche éco-conception. Et donc, vous pouvez les contacter, pardon, vous pouvez faire une évaluation et ils peuvent vous suivre tout au long de votre démarche. Donc, après, il y avait la deuxième institution française qui est très, très importante. Donc, c'est ADEME, ou Agence de la transition écologique. Donc, ADEME aussi qui accompagne les entreprises françaises dans leur démarche d'éco-conception. Par contre, leur démarche est très, très spécifique parce que c'est multicritère déjà et que et surtout, comme je vous ai expliqué dans la partie analyse de cycle de vie, c'est tout leur démarche est liée pour voir l'analyse complète de cycle de vie du bien et des services. Et donc, ADEME a fortement mobilisé depuis certaines années, en fait, jusqu'à ce moment, c'est plus de 1000 projets d'éco-conception ont été accompagnés et ils ont investi plus de 20 millions d'euros sur le sujet. Donc, l'autre rôle de ADEME, en fait, qui dans les éco-conceptions, il travaille aussi avec le écolabel européen pour accompagner les entreprises françaises qui souhaitent avoir le écolabel.
comment ils font ça? Donc, je vais maintenant parler de l'importance de Ecolabel. Et je vous dis, il y en a tellement que on se perd. Donc, Ecolabel était créé en 1992. C'est une label européenne et surtout soutenu par le pouvoir public et les communautés européennes. Ecolabel garantit une excellence écologique tout au long du cycle de vie des produits sur lesquels on a apposé leur logo et est-ce que le produit qui contient des substances dangereuses, est-ce qu'on utilise beaucoup d'eau pour fabriquer, beaucoup d'énergie. Juliane parlait de carbone, empreinte carbone et empreinte d'eau et sa durabilité. Donc, combien de déchets qu'on produise et est-ce que on peut réparer? On ne peut pas réparer, donc c'est pour avoir le écolabel, c'est vraiment une étude assez importante. Donc, Ecolabel européen actuellement couvre 52 catégories de produits et de services. Donc, ça peut être, c'est pour ça que je vous ai dit, ça peut être des produits d'entretien, nettoyage, hygiène, beauté, peinture, vernis, papeterie. Il y a énormément de catégories. Et en Europe, actuellement, plus de 90 000 produits déjà contiennent le Ecolabel. Et qu'est-ce qu'il a fait ADEME jusqu'à ce moment-là? ADEME a accompagné en fait de 127 entreprises françaises pour qu'ils puissent obtenir cette label. Donc, quand je vous ai cité un petit peu si vous allez sur le site de Ecolabel, vous allez voir tous ces logos en fait, et que pour que vous puissiez avoir un petit peu de quel type de catégorie de produit qui est dedans. Donc, et comment en fait on fait cette labellisation? Donc, il y avait certains types de caractéristiques qui soient validés par une tierce partie et qui attestent la conformité au référentiel. Donc, ces référentiels adoptés sous forme de décision de la Commission européenne sont publics et accessibles sur Internet. C'est pour ça que j'insiste vraiment. Donc, vous pouvez aller sur le site Ecolabel et de voir. Donc, chaque catégorie est encadrée par une décision de la Commission européenne qui assure l'application harmonisée des critères et sur demande des parties prenantes, des nouvelles catégories de produits ou de services pourront être développées dans le futur. Donc, si vous avez une autre catégorie que vous ne trouvez pas, vous pouvez demander. Donc, ces référentiels couvrent de nombreux critères, donc comme l'interdiction ou limitation de substances dangereuses pour l'environnement et pour la santé, leur biodégradabilité et la responsabilité sociale des entreprises. Donc, quand on regarde les écolabels dans notre catégorie de produits qu'on parle aujourd'hui, c'est pour les produits cosmétiques. Donc, c'était dans les produits cosmétiques, il y avait des produits shampoings, dentifrice, les crèmes, les produits capillaires, les cosmétiques décoratifs, les déodorants. Il y avait plein de produits cosmétiques qui est dedans. Et que pour que les entreprises puissent obtenir des écolabels, c'est effectivement, on regarde surtout la biodégradabilité des ingrédients et est-ce qu'on utilise des ressources renouvelables. Donc, quand j'ai dit ressources renouvelables, c'est pour les ingrédients, les matières premières, les actifs, les packaging, c'est tout est dedans. Donc, je viens vous en montrer l'exemple de produits je crois que c'est des Stella McCarthy. Donc, et par rapport à ça, ils font leur conclusion pour est-ce que le produit va être labellisé ou pas. Le premier exemple que je vais vous montrer, c'est l'arbre vert et c'est une crème lavante main donc, qui a obtenu en fait le écolabel.
Donc, le deuxième produit, donc c'était en fait, ils se revendiquent sur leur site, mais j'ai pas vu sur leur packaging. Je ne sais pas vraiment est-ce que ils ont le écolabel ou pas, mais Algidium, c'est une entreprise en fait qui revendique plusieurs labels aussi. C'est écolabel, Cosmos, bio, fabriqué en France. C'est juste encore où on se perd dans le monde de labellisation. Donc, j'aimerais bien juste toucher deux mots aussi, c'est le produit cosmétique durable et produit cosmétique naturel, parce que c'est deux notions totalement différentes. Donc, un cosmétique durable, c'est pas forcément un cosmétique naturel. Donc, parce que il y a pas une définition légale de produits naturels. Mais par contre, qu'est-ce qu'elle dit les Nations Unies pour le développement durable? Comment définit le développement durable? Donc, ils disent que le développement durable est la capacité de satisfaire des besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs besoins. Donc, il y avait effectivement, c'est pour répondre à ces besoins, il y a trois piliers, et le développement économique, la protection de l'environnement et la responsabilité sociale. Par contre, pour un produit cosmétique naturel, ou ça peut être tous les produits naturels qu'on parle, il faut que ça soit composé des ingrédients naturels issus de la nature, d'origine végétale, ça peut être animal aussi, ou minéral aussi. Donc, c'est comme vous voyez, c'est un produit naturel, il faut que ça soit fait avec des produits naturels. Mais il y a la notion de durabilité n'est pas inclue dedans. Donc, et maintenant, je vais essayer de relier en fait comment on peut faire une éco-conception. Donc, on peut faire l'éco-conception dans chaque étape de fabrication de produits. Parce que c'est éco-conception, comme je vous ai dit, c'est une partie de l'économie circulaire. Donc, quand vous imaginez l'introduction que je vous ai faite pour l'économie circulaire, donc on commence de l'extraction de matières premières. Et après, on va dans la conception de produits, production de produits, distribution de produits, utilisation par le consommateur, son réutilisation. Et c'était quand c'est réutilisé et qu'on ne jette pas, on essaye de recycler, on essaye de faire quelque chose. Et dans cette étape-là, on peut introduire l'éco-conception, mais par contre, c'est effectivement tout ça, il y a une coupe. C'est donc si vous commencez en fait à intégrer l'éco-conception, votre produit est déjà là et que vous essayez juste d'améliorer, c'est effectivement c'est un peu difficile. Et qu'il y avait effectivement, on se heurte aussi dans l'industrie, malheureusement, de problématiques. Donc, on a vu dans l'exemple de packaging et que c'est de temps en temps, le recyclage peut coûter cher et que c'est réutilisation de ces produits recyclés, donc ça ne donne pas l'effet qu'on souhaite. Donc, il faut vraiment continuer à travailler et pour améliorer tout ça. Donc, et que comment on peut faire dans la partie extraction et production de matières premières. On peut travailler avec les fournisseurs pour sélectionner les matières premières les plus écologiques. Donc, en faisant ça aussi, on peut évaluer le coût-bénéfice pour l'entreprise. Donc, je vais donner deux exemples après pour c'est en fait, quand on fait par exemple, c'est pour ça que je mis le mot le plus écologique. Donc, et je vous ai défini le naturel aussi. Donc, oui, on pouvait faire un produit qui contient issu de tous l'agriculture biologique, mais ça ne va pas peut-être dire que c'est pour faire ça, peut-être vous utilisez les mêmes quantités de terre, les mêmes quantités de l'eau. Peut-être vous n'utilisez pas les pesticides, mais à la fin, c'est la même chose. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir ce qu'on fait. Donc, pour la partie fabrication, optimiser les techniques de production, réduction des besoins de matières premières. Donc, effectivement, malheureusement, les produits cosmétiques, c'est toujours montré par le doigt. C'est au lieu de faire un produit cosmétique qui contient 30-40 matières premières, essayons de faire avec 10 matières premières, qui peut être très intéressant.
Donc, en faisant ça, on peut utiliser notre besoin d'énergie, eau, on peut réduire les pollutions et les nuisances. Et ben voilà, il y a la partie packaging qui est très, très importante. Donc, une grosse problématique, il y a tout le monde au travail au-dessus. Comment on va réduire le problématique, on va réduire les packaging en plastique. Donc, pour la partie distribution, donc, c'est chercher les moyens de transport les moins polluants, optimiser les logistiques. Donc, c'est peut-être pas nécessaire de ramener des plantes très exotiques de Brésil, mais essayer de trouver des autres plantes locales qu'on peut sourcer localement. Donc, ça nous aiderait en fait de protéger les ressources. Et pour dans la partie utilisation, les clients, j'ai donné l'exemple aussi l'électroménager et toute la partie informatique. Maintenant, de toute façon, il y avait le loi qui est là, c'est cadré. Donc, tous les électroménagers, les téléphones, les iPhones, la télé, qui vont être produits, qui devaient être réparables. Parce qu'il y avait les ressources qu'on utilise pour fabriquer ces appareils, c'est très, très limité et qu'on est obligé de protéger nos ressources. Et pour les fins de vie, donc Julien a bien parlé de la problématique de packaging et la réparation que je vous ai dit. C'est le meilleur exemple encore, c'est nos iPhones. Maintenant, nos téléphones portables, je vais dire, maintenant, on est les fournisseurs de téléphones portables, il faut que l'écran soit accessible, les batteries soient accessibles. C'est en fait un consommateur lambda peut démonter et de remonter son téléphone pour remettre à niveau. Donc maintenant, je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est le startup Carbon Wave qui se trouve aux États-Unis. Je pense que c'est dans la côte ouest de San Diego, par là. Donc, ils utilisent en fait l'algue Sargos qui est échouée dans nos côtes pendant et qui pollue l'environnement. Il y a l'émission de méthane, donc c'est toxique. Et, donc, et que jusqu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on faisait avec ces algues? Bah, cette entreprise, ils ont commencé à ramasser. C'était au début, ils ramassaient l'algue. Et après, ils ont dit, mais il y a des tonnes et des tonnes d'algues. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec cette algue? Et qu'ils ont, avec une technologie de fermentation et de l'extraction, donc la fermentation est très, très importante parce qu'on parle de matière biosourcée et bioconvertie. Et que maintenant, on peut faire beaucoup de choses. Et c'est totalement, en fait, comment dire, on va vert et on peut utiliser moins d'électricité, moins d'eau. Et pour moi, c'est vraiment le futur. Donc, ils utilisent, en fait, pardon, je vais retourner. Donc, l'algue qu'ils ont ramassée pour faire des textiles, pour faire des matières premières pour cosmétiques et pour faire même pour produire l'énergie. Donc, le tensioactif ou l'émission d'ondes qu'ils ont développé en utilisant cette source de matières premières, en fait, qui a gagné un prix les dernières années de InCosmetics pour l'innovation. Et deuxième start-up qui est maintenant, qui n'est vraiment pas un start-up, qui est en train de devenir très, très, très gros. C'est encore une start-up américaine, Genomatica, qui utilise la technologie de fermentation et ils utilisent les sources, différentes sources de sucre, en fait, et des plantes pour remplacer effectivement l'huile de palme. Qui est très, très utilisée dans toute l'industrie cosmétique parce que quand on dit huile de palme, c'est pas juste huile, en fait. Donc, dans cette huile de palme, on fait des tensioactifs, on fait des différents types des ingrédients qui peuvent même rentrer dans le solvant de vos parfums.
Donc, il faut faire attention. Donc, on utilise beaucoup l'huile de palme. Et très, très récemment, L'Oréal, les trois grands géants de l'industrie cosmétique, L'Oréal, Unilever et Kao, qui ont mis centaines de millions de dollars sur la table pour Genomatica, parce qu'ils ont une technologie de fermentation qui est très, très innovante. D'abord, jusqu'à ce moment-là, ils faisaient des butylalglycols végétales et maintenant, ils vont faire des ingrédients pour remplacer l'utilisation de l'huile de palme. Donc, c'est totalement éco-conception et de upcycling et tout ce qu'on parle. On prend des ressources existantes et on utilise vraiment d'une façon très intelligente. Voilà, donc j'ai terminé ma présentation. Je sais que j'étais un peu bavarde. Donc, je vous remercie beaucoup de m'écouter et je laisse le micro au prochain. Après, il y avait s'il y avait des questions déjà. Merci beaucoup, Sabine. Ouais. Alors, il y a une question. Merci beaucoup pour l'intervention. Alors, on a bien compris la nécessité de passer, en fait, de changer complètement de comportement dans cette production, de passer linéaire à quelque chose de circulaire. Donc, dans l'aspect circulaire, bon, je pense qu'on mouvement à billes. Et puis, s'il y a des billes qui ne marchent pas, système GRIP, c'est-à-dire, il a peut-être un aspect à développer. Je pense notamment, je reviens sur la cosmétique, c'est l'éducation du consommateur. Oui. C'est-à-dire qu'on ne va pas peut-être avoir le même problème sur des produits qui vont être un petit peu plus luxe, qui vont s'adresser à un public qui est déjà très sensibilisé aux problèmes d'empreinte carbone, etc. Mais pour des produits courants, lessives, etc., moi, le premier, j'ai du mal à m'adapter, à penser systématiquement porter des petits flacons pour recharger, etc. On n'y pense pas et tout. Bon, mais quand on est pressé, on a plein de courses à faire. Clac, on fait le plastique, bon, on prend un nouvel emballage. Bon, alors, peut-être on ne va pas le jeter dans la nature, évidemment, mais on va sortir de ce cercle-là. Alors, est-ce qu'il y a vraiment là-dedans, est-ce qu'on tient compte vraiment du travail d'éducation qui est énorme à faire? Parce qu'en plus, il y a de la concurrence. Effectivement, c'est une très très bonne question. Donc, l'éducation est très très importante. Et c'est surtout, je vais faire un petit peu mes confrères aussi, c'est toutes les revendications qui est sur l'éco-conception et biodégradabilité. Donc, heureusement, les autorités, cette année, ils ont dit un petit peu haut là. Donc, maintenant, les entreprises ne peuvent pas faire de revendications sur le biodégradabilité de leurs produits donc, qui vendent. Donc, il y avait pas de greenwashing. Donc, et effectivement, il faut sensibiliser les consommateurs et il faut passer une étape de l'éducation. Donc, on fait maintenant actuellement c'est pour ça que j'ai cité plusieurs fois avec le téléphone, les électroménagers, on dit mais les ressources c'est très important, surtout dans les téléphones, il y avait des métaux très précieux, il y avait des platines, il y a de l'or, pour dire que on ne peut pas éternellement chercher à creuser la terre pour sortir ça. Et pour les clients, c'est exactement la même chose, comme vous avez dit, c'est dommage parce que il y avait quand j'étais sur le site de Ecolabel, il y avait c'est sur Ecolabel ou une autre site, en fait, de Nations Unies, peut-être, sur l'utilisation de l'eau. Et c'est un peu comme la présentation de Juliane. Donc, comment en fait, c'est bien joli de dire de consommateur. C'est quand vous prenez votre douche, coupez de l'eau, utilisez des produits solides. Donc, mais effectivement, il y a une énorme, en fait, de la partie éducation qui va venir. Donc, pour sensibiliser, pour éduquer, ne jetez pas les plastiques, achetez les produits rechargeables. Tout ça, il y a tellement de choses à faire actuellement. Effectivement, l'éducation des consommateurs, c'est un autre point. Vous avez une... Merci beaucoup, c'était hyper intéressant au niveau de la présentation. Ça va être un peu compliqué, une question un peu similaire. Mais en fait, je me posais cette question concernant les emballages. Oui. Vous avez expliqué que l'emballage biodégradable, ce n'est pas forcément mieux qu'un emballage réutilisable.
Ouais. Maintenant, un emballage réutilisable, ça veut dire que, par exemple, moi qui vends en ligne, ça veut dire que je dois envoyer des recharges. Est-ce que la recharge n'est pas aussi problématique que récupérer un paquet, un emballage qui a été envoyé? En fait, je ne vois pas. Effectivement, je comprends très bien parce que pour votre entreprise, c'est une question très importante en fait. Donc, je vais donner un exemple, c'est l'exemple de Coca-Cola que pendant mes cours, je donne cet exemple. En fait. Donc, c'est les géants mondiaux Coca-Cola qui parlent que ils ont tout réfléchi en fait. Ils utilisent un packaging monomatériau. Donc, le bouchon, c'est monomatériau. Même l'étiquette, c'est en fait c'est un papier recyclable. Donc, et que vous me dites, ah ben c'est génial, donc j'achète le Coca-Cola, j'ai fait mon tri, après ça va être recyclé. En plus, ils utilisent une matière plastique PET, c'est le plus facilement qu'on peut, monomatériau en plus, qu'on peut recycler. Donc, mais par contre, après, c'est comment vous allez faire ça? Est-ce qu'il y avait des infrastructures pour faire ça? Est-ce que vous avez bien réfléchi? Donc, c'est effectivement quand vous regardez les différents packagings de Coca-Cola, il y avait des packagings en verre, il y avait des packagings en palette, en fait, c'est aluminium, et il y avait les packagings plastiques. C'est le plus facile à transporter, c'est effectivement les canettes et le plastique, mais est-ce que vous avez l'infrastructure pour faire ça? Et les pays, malheureusement, donc, on parle le plus de produits en bouteilles PET, c'est l'Afrique qui n'avait aucune infrastructure pour le recyclage. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est bien joli, on dit tout ça, mais c'est effectivement, ça part dans la nature. Donc, pour votre problématique, vous disiez que c'était moi, j'ai pensé tout bien, je suis un bon élève, donc j'ai mon packaging. Je vous donne juste un exemple, je ne connais pas votre entreprise. Vous dites que j'ai un pot en verre, je mets de partie recharge dedans, qui est malheureusement c'est un plastique PET, et que quand les consommateurs vont terminer le produit, je vais vendre une autre recharge. Mais qu'est-ce que ça veut dire le plastique PET qui est là-bas en fait? Donc, c'est effectivement, vous posez la question, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais récupérer cette recharge qui est vide et de remplir? Donc, j'ai pas pu couvrir pendant ma présentation parce que c'est très court. Il y a une autre entreprise américaine qui s'appelle Loop, en fait, qui travaille avec Walmart, avec toutes les grandes. Donc, ce qu'il fait, en fait, il met les produits, ça peut être des cosmétiques, ça peut être des produits alimentaires, dans des conteneurs, je veux dire packaging en aluminium. Quand le consommateur a terminé, il ramène ce packaging et l'entreprise, c'est sous-traitant qui prend en charge pour le nettoyage et la stérilisation. Je parle bien de stérilisation. Parce que la problématique de nettoyage aussi, c'est quelque chose. Donc, c'est bien joli de récupérer et nettoyer, mais il faut que ça soit safe après. Et pour remplir encore une fois. Donc, effectivement, votre business case et comment vous allez gagner de l'argent dans ça, c'est une vraie casse-tête. Donc, j'espère que j'ai pu répondre, mais c'est effectivement, actuellement, on n'a pas de solution. Parce que je vois partout, tout le monde vend de recharge, mais... Et surtout, en fait, quand on est petit, c'est très compliqué. Moi, au départ, j'ai choisi finalement l'option PET en plastique, en proposant toujours réutiliser le pot en mettant des fleurs dedans. Enfin, une idée d'éco avec les pots qui restent. Mais le verre, c'est trop cher. Ensuite, il faut des partenaires pour pouvoir faire si on veut récupérer tous les pots quelque part. Et finalement, est-ce que le fait d'avoir un troisième partenaire qui va faire des transports, ça ne va pas plus cher que
en énergie que juste jeter un pot PET, c'est la question. Ouais. Parce que oui, c'est bien, mais arriver à ça veut dire qu'il faut une certaine taille pour pouvoir Oui. créer ce cycle vertueux, quoi. Donc, Mais c'est pour ça que je vous ai dit, c'est si vous avez, j'ai fait exprès, donc vous pouvez contacter Atlan, ils peuvent vous accompagner. Je pense que c'est gratuit, en fait, à partir de certaines tailles de l'entreprise. Donc il y a pas mal j'ai cité ADN, donc Agence nationale de transition écologique, en fait, qui accompagne vraiment les petites entreprises pour leur démarche de l'éco-conception. merci. Je vous en prie. D'autres questions? Je reviens sur le début de la présentation. Oui. Merci. Bonjour. Au début de la présentation, vous avez à un moment parlé de plastique biosourcé. En fait, Vous pouvez juste en dire un petit peu plus. on peut faire des plastiques. En fait, plastique, c'est un polymère. Donc, on peut, qui vient de l'industrie de pétrochimique actuellement. Donc, ce qu'on fait, en fait, on peut faire soi-disant plastique, mais c'est cette polymère-là qui vont être totalement étanches et qui peuvent être utilisés dans l'industrie cosmétique ou des nettoyages en utilisant différentes sources. Ça peut être des camps, ça peut être des algues. Donc, tout ce qui peut faire des celluloses, donc c'est un des sujets de recherche qu'on travaille. Donc, on utilise une algue spécifique, en fait, pour faire ce type de polymère pour qu'ils puissent l'utiliser dans l'industrie de packaging. 100% ou partiel. C'est dommage. C'est TRL3 actuellement. Voilà. C'est dommage que M. Sini, il n'est pas là. Il est en relation avec M. Sini. Je pense qu'on aura. Oui, avec Merci. plaisir. Oui. J'ai une question concernant les polymères. Vous parliez de durabilité tout à l'heure, pas en opposition, mais en possible opposition avec les éléments naturels. Est-il possible que des polymères synthétiques soient finalement plus durables que des polymères naturels, structures naturelles? Durable, c'est plutôt sur le développement durable ou le biodégradabilité? Parce que nous, on va plutôt regarder sa biodégradabilité, en fait. Donc, parce que c'est un polymère qui est issu je comprends votre question. Donc, oui, effectivement, on maîtrise tellement la technologie pour faire des PET, PPT, donc on connaît combien d'énergie on utilise, combien d'eau on utilise, tout ça, on maîtrise très bien. C'est effectivement, maintenant, si on regarde, donc effectivement, si on va faire quelque chose avec une plastique biosourcée, en fait, donc si vous faites la comparaison, c'est effectivement, actuellement, c'est pas viable. Donc sûrement, ça coûte beaucoup plus cher et peut-être ça consomme beaucoup plus d'énergie et de l'eau pour faire ça. C'est pour ça, c'est une longue chemin qu'on a commencé. Il faut tout réfléchir. Mais si vous faites juste le calcul économique, donc vous arrivez tout de suite à la conclusion, en fait, de dire non, ça ne va pas du tout. Et en fait, il y avait des autres, c'est pour ça, pendant mon introduction en analyse de cycle de vie, je n'ai pas mentionné quelque chose. Quand vous regardez une étude d'analyse de cycle de vie, l'interprétation, c'est très important, et comment vous communiquez, c'est très important. Donc, il y a eu une étude au Canada, en fait, l'utilisation de sacs plastiques et l'utilisation de sacs en papier. Donc, et à la fin de conclusion, c'est ces sacs plastiques qui sont fait mieux parce que ils avaient les ressources et les prises de technologie qui rendaient mauvais le sac plastique ou l'utilisation de
un gobelet en verre ou un gobelet en plastique. Donc, c'est des questions très, ça dépend où vous vous trouvez dans le monde. Et c'est pour ça que je retourne à mon exemple de Coca-Cola. C'est effectivement, si vous achetez une bouteille de Coca-Cola en plastique en Hollande et vous achetez un Coca-Cola en plastique, en bouteille plastique au Sénégal, pour la durabilité, ce n'est pas du tout la même chose. Mais c'est une très bonne question. Vous mettez vraiment le doigt. Donc, il faut continuer à travailler, il faut continuer à générer des technologies. Et à la fin, on va réussir. Je vais te proposer de passer à la dernière intervention. Encore merci Edouard pour ces témoignages. Cette présentation des normes et écolabels vraiment appliquées à la filière cosmétique. Donc, pour terminer ces interventions, d'accord. Je vais vous proposer d'être sur la petite croix. Et donc, dès à présent, Laurent Castellin, directeur général de l'entreprise Framator basée à Saint-Ouen-de-Meaux, va prendre la parole et va vous proposer son témoignage, donc une démarche engagée par l'entreprise Framator en termes d'éco-production. Bonjour à toutes et tous. Enchanté, donc merci de m'avoir fait mon introduction. Alors ne me tirez pas dessus parce que là je vais vous parler de matière plastique et c'est notre cœur de métier depuis 1958. Nous sommes une jeune entreprise, donc familiale, 3e génération, et nous transformons les matières plastiques depuis donc un certain nombre d'années. Alors nous sommes particulièrement... Il faut revenir un petit peu en arrière s'il vous plaît. Encore une fois, peut-être. Non, c'est bon, pardon. C'est bon. Donc, nous sommes partenaires de la Cosmétique Vallée et nous agissons donc dans le domaine du packaging, notamment à destination des parfums, luxe, on est en sélectif, mais également des pièces techniques d'aspect pour la cosmétique ou le soin, depuis un certain nombre d'années. Alors, on est une PME, on a un établissement qui est à peu près en emprise au sol. Je vous donne quelques données parce qu'elles vont être très importantes pour la suite. Représente à peu près aujourd'hui 750 mètres carrés avec des hauteurs de plafond qui sont au-delà des 6 mètres. Et nous consommons à peu près, alors en moyenne, avant la transformation que je vais vous montrer, on était aux alentours des 700 mégawatts annuels avec un fonctionnement en 3, 8, en 5 ou 7, 7 suivant les périodes. Donc dans notre métier, nous avons besoin de matières plastiques, le vilain petit canard du sujet de ce jour. Nous avons besoin d'énergie, d'électricité, et nous avons besoin d'eau. De plus, nous générons des déchets, comme toute activité. Donc, je vais vous donner quelques éléments. En synthèse, pour nous présenter, donc, on a à peu près 70 000 heures de capacité de transformation. On touche à des matières très spécifiques pour le parfum, comme les copolyesters, les PET de plus en plus, mais aussi les surlins des ABS, les PP et autres. En fait, on intervient sur 12 familles de matières. Ce qui est un peu paradoxal pour une entreprise industrielle. Généralement, en transformation plastique, c'est 2 à 3 familles de matières maximum par entreprise. Alors nous, on recycle depuis 1990. Et on avait en moyenne, depuis ces années-là, entre 25 et 30% de recyclés dans les produits finaux qu'on livre auprès de nos clients. Alors après, au niveau du recyclé, il faut savoir de quel recyclé on parle. Parce qu'aujourd'hui, vous allez entendre parler de PIR, de PCR, donc post-industriel, post-consumer, post-industriel, on récupère des déchets industriels qu'on retransforme, post-consumer, c'est la boucle vertueuse où on a pu récupérer des matières qui elles-mêmes ont été broyées ou autres. Là, on n'est dans aucun de ces deux cas. C'est simplement que le procédé de transformation de la plasturgie dans ces années-là, c'est un peu moins vrai maintenant, même si c'est encore très employé, nécessitait à chaque fois qu'on produisait un certain nombre de bouchons, il y a toujours une chute. Je ne parle pas de perte ou de défaut. C'est simplement, entre guillemets, le canal d'alimentation pour alimenter la matière dans l'empreinte qui était souvent perdue. Nous, on les recycle depuis ces années-là, y compris sur des pièces, sur des matières transparentes. Voilà. Et je vous expliquais maintenant comment, on va dire en 5 ans à peu près, on a réussi à réduire notre consommation énergétique de 40% à volume constant.
Donc on a en fait les deux premières étapes telles que je les ai organisées. La première, ça a été de renégocier nos contrats de fourniture énergétique, parce que c'est un montant très important dans notre coût de revient. Et dans le même temps, ça a été d'adosser notre consommation à une compensation en énergie verte avec l'achat de certificats d'origine garantie. Ça a été la première démarche qui a été faite en 2015. Alors, deux effets. Un premier engagement pour être un peu plus vertueux par rapport à l'achat de certificats d'origine, mais également trouver un levier par la négociation pour pouvoir financer notre transformation. Parce que là, à l'époque, on a dû, je crois, la première année, économiser pas loin de 45 000 € sur la fourniture d'énergie, tout en achetant des certificats d'origine. 2017, au travers d'une intervention de l'AGLO et de la Chambre de commerce, on a donc sollicité un dispositif qui nous a permis de faire un audit énergétique. Donc, vous voyez le résultat ici. Je vais récupérer mon nom ici, et je vais vous expliquer dans les grandes masses. J'ai dû aller vite, hein, j'avais qu'une seule main pour le taper, donc j'essaie d'être très synthétique. Nos consommations sur la partie énergétique. Donc grosso modo, dans cette zone-là, vous voyez la majorité de notre consommation qui doit représenter de tête à peu près 83% en cumulé. Ça, c'est vraiment le métier de production, ce sont les charges variables en fonction de notre niveau de productivité que vous allez retrouver ici. Et dans la partie basse, ici, là, on va se retrouver avec des charges qui sont plutôt fixes, à savoir il faut que l'informatique tourne, il faut qu'on ait de la lumière, il faut qu'on ait du chauffage dans les ateliers comme dans le bureau. Voilà. Alors, une précision importante, parce qu'il y a quelque chose qui pourrait peut-être vous surprendre, c'est la partie chauffage, ici, qui est tout à fait mineure, mais il faut savoir qu'en octobre 2017, les températures moyennes sur Cergy ont oscillé en mini, c'était 13 degrés, et en maxi, 19 degrés. Donc on est sur un hiver qui est finalement relativement doux. Alors que le poste devrait, à mon sens, être plus important sur un hiver plus rigoureux. Alors c'est très pragmatique, hein, le mode de présentation que je vous ai fait. J'ai mis des années, une progression et des actions. Donc un des premiers chantiers qu'on a réalisé a concerné l'air comprimé dont on a besoin. Grand consommateur d'électricité. Donc on a refait une partie du réseau pour l'étanchéité, parce que l'air comprimé, les pertes de charge génèrent des coûts très importants. Et on a récupéré la chaleur produite, ce qu'on appelle une récupération de chaleur fatale, par les compresseurs pour les réinjecter dans l'atelier. Ce qui nous permettait du coup de diminuer notre consommation en chauffage. Simplement, alors vous les voyez ici, simplement en envoyant l'air dans l'atelier sur les périodes de froid, et en été par contre on les évacue à l'extérieur. Deuxième chantier, très pragmatique, on est passé en LED au niveau des éclairages, et j'ai plus le chiffre en tête, j'ai pas pris mes notes, mais sur un précédent slide vous aviez la masse, je crois, qui représentait à peu près 8 à 9%, ouais c'est ça, 8% de notre consommation, et rien que là on l'a divisé par un peu plus de 2. Suivant, là on va passer au lourd. Hein. Donc là on a entamé un chantier qui a été dans deux directions entre 2020 et 2021. Donc je vous parlais tout à l'heure d'une grande masse qui est de 83 ou 87% de notre consommation énergétique en rapport avec l'audit. Donc là on est allé toucher au cœur de notre métier, à savoir l'équipement des lignes de production et de la partie robotique pour diminuer notre consommation et améliorer notre performance dans le même délai. Donc deux axes autour de cet investissement-là. Un enjeu majeur qui était la réduction de notre consommation d'électricité. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, que je n'ai pas trop développé dans cette présentation, mais c'est encore d'améliorer notre capacité à recycler, toujours plus, tout en ayant un niveau qualitatif supérieur. Mais c'est également d'être prêt pour toutes les matières biosourcées. C'est pour ça que vous interrogez. Et je vais venir donc rapidement sur ces deux points-là. Donc on a changé 100% de nos lignes de production. On est passé sur une technologie radicalement nouvelle.
Et grosso modo, sur une matière standard comme un PP qui est très employé, on est passé pour produire la même pièce, de 12 kWh à 7 kWh. Ce qui fait un saut considérable en un rien de temps. Donc on a intégré, la photo est très mauvaise, j'en suis désolé, des IPE également, un indicateur de performance énergétique, ce qui fait que sur chaque phase du procédé, on sait qui consomme quoi. Quel est son niveau de puissance, quelle est la restitution des moteurs de la machine, puisqu'ils peuvent recréer de l'énergie également, quelle est la part du procédé qui est le plus énergivore, qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer. Et en fait, on passe ces données-là maintenant en plan d'amélioration continue pour encore aller gratter 0,2, 0,3, 1, 2, 3%, dès lors que c'est possible. Et on arrive après à deux ratios. Alors, la partie robotique, je l'ai citée. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une cinématique, c'est-à-dire qu'il y a des étapes à suivre pour sortir des pièces. Si on cale, entre guillemets, un robot pour qu'il aille chercher les pièces dans la machine et qu'il les dépose sur le tapis, on peut lui donner des temps et généralement, on va essayer d'aller assez vite. Alors qu'en fait, là, on a des robots où, grosso modo, on paramètre la machine, on a établi un temps de cycle, une boucle, et on dit au robot, tu vas à la vitesse que tu veux, tu dois juste respecter le cycle. Ce qui fait qu'on consomme moins d'air, moins d'électricité, et accessoirement, on use beaucoup moins les robots. Donc j'ai comparé deux moyennes. Donc j'ai fait une moyenne de nos consommations énergétiques sur la période 2015-2020 et je l'ai comparé sur les 2 années pleines où on a pu bénéficier de 100% de ces chantiers d'amélioration qui sont sur 2021 et 2022. Donc en moyenne, on est sur une baisse de consommation d'électricité de 38,6%. Je le pondère avec des niveaux je dirais qu'avec des niveaux d'affaires équivalents, on est plutôt proche des 40% aujourd'hui. Là, c'est plus au niveau business, mais pour vous donner un ordre d'idée, parce qu'il faut aller chercher ces leviers-là, on a donc un chiffre, j'ai converti ces données en chiffre d'affaires en mégawattheure, ce qui fait que pour 1 mégawatt dépensé, on fait 48,3% de plus en termes de chiffre d'affaires. Ce qui va également nous permettre de financer, certainement, j'espère en tous les cas rapidement, la suite de chantiers, puisqu'il y a encore plein de sujets à améliorer. Alors je vous ai mis, ça ressemble un petit peu à la tenue d'un général russe, il y a beaucoup de médailles en bas. Ce sont tous les partenaires qui nous ont accompagnés à un moment ou à un autre dans cette démarche et qui ont pu soit nous mettre en relation, soit nous conseiller, soit nous apporter des solutions pour parvenir à ce plan d'amélioration. Voilà, si vous avez des questions, si je n'ai pas été clair sur un point, surtout n'hésitez pas. Merci beaucoup, Laurent. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non? Ah, ouais. Si. Allons-y, super. Merci pour votre présentation. Juste ces résultats-là, est-ce qu'au niveau, vous les recommuniquez au niveau de vos clients? Est-ce qu'ils sont sensibles à ça? Est-ce que ça rentre dans un cercle vertueux ou en fait finalement ils s'en fichent, ce qu'ils veulent c'est votre produit? Alors puis, dans nos plans d'amélioration, il y a un sujet qu'il faut vraiment qu'on travaille, c'est la communication. Parce qu'effectivement, là, ce sujet-là, j'aurais dû vous le sortir facilement. Dire qu'il aurait déjà dû être prêt, mais en fait, on est de très mauvais communicants. Et effectivement, on va travailler notre RSE, on en parle tous en ce moment. On a tendance, au niveau de Framatin, à impulser une dynamique et à foncer. Si on pense avoir une solution, on fonce, on ne fait pas d'effet d'annonce, on y va, on regarde, on expérimente et on prend des orientations. Et effectivement, je ne l'ai pas consolidé, faute de temps. Mais effectivement, c'est un sujet sur lequel on va revenir. Alors, il y a allez-y. Après, je prendrai juste 2 minutes pour vous parler de recyclage, parce que j'ai entendu des choses qui m'ont un petit peu choqué tout à l'heure. Je vais juste compléter ce que vous avez dit. C'est surtout pour le RSE et la communication. C'est
c'est effectivement la communication de REC est très très importante. Et récemment, il y avait le communautaire européen qui a fait un cadrage pour la communication. En fait, il y a une guideline maintenant pour communiquer les rapports de RSE pour toutes les entreprises au niveau européen. Et aussi, il y avait toutes les agences de notation maintenant qui commencent à regarder tous les rapports de REC. Et pour notre note de pays. Donc, je vous félicite énormément que vous êtes pour moi une de pionnières. Donc, vous avez tout déjà mis en place. On a encore beaucoup de chantiers à réaliser. Alors, j'entendais parler tout à l'heure de recyclage. Donc, les matières plastiques sont le vilain petit canard environnemental. Alors, moi, j'interprète de plusieurs façons. Il y a des marges de progrès énormes et on en est pleinement conscient puisqu'on est au cœur du sujet. Il y a des problématiques qui ont été évoquées par rapport aux pays en voie de développement, des problématiques d'éco-conception qui sont captivantes, notamment votre question qui est très révélatrice. En fait, une des clés, moi je ne suis pas un expert en éco-conception, mais la question qu'il faut toujours garder en tête, c'est la durée de vie de votre produit. C'est la clé de tout. Et si à chaque volet, comme ça a été évoqué sur le life cycle, vous posez cette question-là, ça va simplifier votre démarche et petit à petit, vous allez être réceptif aux solutions qui vont être opportunes. Et effectivement, il y a tout un système à réimaginer. C'est-à-dire que vous, a priori, vous êtes sur un modèle en vente à distance. D'autres sont des modèles où on va passer en distribution sélective. Donc en distribution sélective, si le distributeur qui est proche du consommateur met en place le dispositif qui lui permet de recharger, mais aussi de collecter, de trier, donc c'est un changement de métier aussi pour eux, puis de réaffecter vers les bonnes filières, ça commence entre guillemets à être intéressant. Vous avez une autre problématique à résoudre, alors je n'ai pas la solution pour vous, mais qui est captivante, qui est super intéressante. Et je suis persuadé qu'il y a des solutions sur vos produits. Par rapport aux matières recyclées, j'entendais tout à l'heure parler des coûts de matières recyclées. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, des matières plastiques issues des filières standards, pétrole, non recyclées, sont facilement accessibles, particulièrement en ce moment. Si nous, industriels, on veut acheter de la matière recyclée, elle nous revient effectivement généralement plus cher. Et le paradoxe, c'est que, comme je vous l'ai démontré, nous, depuis 1990, on recycle sur un de nos procédés des matières plastiques. Demain, si je veux, entre guillemets, faire des produits qui sont en matière recyclée, le paradoxe, c'est qu'il faut que je change de métier ou que je passe forcément par les filières de matières recyclées. Alors, ce qui est bien, ça paraît vertueux sur le papier. Nous, on a tellement diminué nos déchets, parce qu'on les a divisés par pas loin de 5, sur les déchets qui vont en DIB, aujourd'hui, que je ne trouve personne pour nous accompagner, même si on trie les matériaux, pour venir les collecter, ou alors ça devient une gabegie économique. Donc il va falloir que je stocke du déchet, que je le concatène pour atteindre une masse suffisante pour pouvoir la remettre dans le circuit. Ce qui explique en partie les surcoûts qui existent. Voilà, c'est absolument ça. Pas d'autres questions ? Merci beaucoup Laurent pour ce témoignage et effectivement l'illustration de la démarche que vous avez entreprise au sein de l'entreprise Framatin qui est vraiment très inspirante. Je vous propose à présent d'accueillir Monsieur Lecam pour un petit mot de clôture avant de passer effectivement à nos prochains rendez-vous. Merci Éléonore. Désolé, je m'excuse, j'étais sur une autre réunion dès 8h du matin et on parlait cycle de l'eau, de l'assainissement, de la distribution de l'eau et je crois qu'on a tous des problèmes à résoudre et pour un grand nombre d'années.
Un petit mot pour déjà remercier tous les partenaires qui nous permettent de nous retrouver d'une manière assez fidèle à la Turbine, hein, ce lieu exceptionnel. Donc je remercie le CESE, l'université, la communauté d'agglomération et bien sûr Ilona. Je me présente rapidement, donc Gilles Lecam, je suis le vice-président du développement économique de la communauté d'agglomération et également sur l'économie sociale et solidaire et en plus maire de Neuville-sur-Oise. Alors ce Tech Days qui est sur ces sujets environnementaux, économie circulaire, je pense on pourra le retrouver d'une manière je dirais récurrente parce que ça va être un vrai sujet que l'on va tous se poser, industriels, utilisateurs, constructeurs, tous les acteurs doivent être très, très impliqués. Moi, je trouve très bien le dernier témoignage que j'ai vu, en particulier sur le bilan que vous avez montré au dernier slide, les différents partenaires, il y avait l'ADEME, la communauté d'agglomération. Et enfin, je trouve une entreprise qui témoigne avec un retour d'expérience positif, et ça, c'est quand même très important. Pour la communauté d'agglomération, nous vous permettons, nous, de nous réunir, de vous donner des idées, de partager ces idées et ensuite que vous puissiez les faire pousser chez vous. Et puis, on manque de visibilité après sur ce type de témoignage que nous avons. Et là, enfin, on dit, tiens, on est un peu utile d'avoir permis de rencontrer, de faire rencontrer ou de mettre une petite graine là où ça c'est facile à pousser, parce que on parle de la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, avant on disait environnementale, mais pourquoi pas des entreprises, et je pense que cela donnera du sens non seulement à l'entreprise. On parlait tout à l'heure de communication, de pouvoir dire, regardez, nous, on essaye de faire des efforts. Et donc, le consommateur peut être sensible, première chose, mais je pense qu'il faut comprendre que demain, le recrutement de vos collaborateurs, eux aussi seront sensibles à cela. Et si vous êtes dans cette démarche-là, vous allez avoir des collaborateurs qui seront plus attirés à venir dans votre entreprise parce que la jeunesse, et tant mieux, elle est sensible à tout cela. Donc nous avons encore beaucoup de choses à faire et la communauté d'agglomération est là pour vous accompagner, comme on fait pour les Tech Days. On a aussi une volonté de vous mettre en relation. Et n'oubliez pas d'échanger, je dirais, vos cartes d'identité, etc. Parce que c'est le but, c'est de construire un réseau entre vous. Nous, on est des facilitateurs et je pense que c'est déjà une belle réussite si on arrive à faire cela. On a également un challenge de cosmétique clean beauté. Donc, ce challenge s'inscrit sur Cosmetic Valley et avec son pôle de compétitivité. Nous retenons quelques dates. La limite de candidature, c'est pour fin juin, pour pouvoir participer à ce challenge. Avec la date, le jury, les sélections, je crois qu'on doit aboutir au 14 novembre. Voilà, j'ai bon, c'est bien. Donc, donc on a tout un travail également sur le produit, qu'est-ce qu'il peut être innovant dans la façon de le concevoir, sur la santé, sur son environnement. On a un peu fléché sur pourquoi pas avoir des produits un peu plus sains, sans perturbateurs endocriniens, si c'est possible. Donc on flèche tout ceci pour montrer que c'est important d'avoir des produits de plus en plus sains, de qualité et qui, pour l'utilisateur, apporte de bonnes solutions. Et puis après, ce déchet qui devient le packaging, le produit lui-même, eh bien, il faut qu'on ait une réflexion tous ensemble. Ce challenge est primé, ouvert à des startups, ouvert à des étudiants, oui, et l'honneur, c'est pas les étudiants. Et donc, on a
de beaux prix. J'espère qu'on aura nos promesses, qui est le premier prix, je crois qu'il est voisin de 10 000 euros, quand même, c'est non négligeable. Donc, moi, ce que je vous donne rendez-vous, c'est à tous ces rendez-vous qui sont les Tech Days, le challenge Clean Body, et puis, évidemment, avec le plaisir de rencontrer sur le territoire qui se veut attractif, ça vous le savez tous très bien, et à la prochaine fois. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Le Cam. Et donc, avant de passer à un petit temps de networking, juste vous rappeler rapidement que Charlène Métura, qui représente Cosmetic Valley, est parmi nous ce jour en présentiel. Donc, son collègue Julien est intervenu tout à l'heure en début d'événement. Charlène est à votre disposition si vous souhaitez discuter avec elle, donc discuter avec une représentante du pôle Cosmetic Valley. Donc on a des créneaux qui sont disponibles toute la journée pour des permanences. Il reste de la place pour cet après-midi ou pendant le temps de networking qui va suivre juste après. Et très rapidement, donc le 1er juin, on a également un événement co-construit avec Cosmetic Valley et La Turbine sur l'industrie cosmétique et la possibilité pour des entreprises de filières différentes de découvrir des parts de marché sur cette filière. Et donc pour maintenant clôturer ces Tech Days, donc tout d'abord nous vous remercions pour votre présence. Notre prochain événement aura lieu le 27 juin et sera sur la thématique de la mobilité aérienne innovante. Nous aurons à cette occasion le plaisir d'accueillir le CEVO et la CACP pour une introduction de l'événement, ainsi que l'entreprise Volocopter, Paris-Charles de Gaulle Alliance et deux laboratoires de Seaway Cergy Paris Université que sont ETIS et le laboratoire SATI. Et enfin, donc le dernier rendez-vous de l'année, là on a un petit peu plus de temps, on se retrouvera ensuite le 5 décembre pour parler de décarbonation des chaînes logistiques. Et donc, si vous souhaitez voir ou revoir ces événements, vous pouvez les retrouver en live donc pendant la durée de l'événement, mais également en revisionnage sur la chaîne YouTube Tech Days. Et pour suivre l'actualité des Tech Days, vous avez également une page LinkedIn. Un grand merci à vous pour votre attention, votre présence. Puis je vous invite à vous retrouver sur un temps de networking autour de quelques viennoiseries et cafés. Merci beaucoup. Très bonne journée.